vu que je vois qu'il commence à y avoir des gens qui arrivent, je vais rapidement du coup essayer de vous expliquer ce dont je vais essayer de parler là. Et toujours la même chose, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à demander la parole, à intervenir autant que vous voulez, autant que faire se peut. C'est cool si ça ouvre des questions et des discussions. Je préfère prévenir quand même un peu d'avance. C'est pas forcément à mon sens, c'est la théorie autrichienne des cycles, c'est le résultat le plus intéressant, quasiment de l'école autrichienne. C'est pas forcément le plus facile, donc je vais essayer de vulgariser un peu, d'imager un peu tout ça. Mais, du coup, si jamais il y a des choses que vous saisissez pas, hésitez pas à m'interrompre pour le dire quoi, histoire que je m'adapte à votre compréhension. Hem, donc en gros, le point de départ que j'ai pris pour parler de tout ça, en fait, c'est, tout simplement pourquoi en fait les Autrichiens, ont une théorie qui rend compte de la cyclicalité du capitalisme, là où les autres écoles de pensée, n'arrivent pas à expliquer ce phénomène. C'est-à-dire que si, vous écoutez par exemple un économiste keynésien, il va vous dire que les récessions, ça arrive à un certain donné de l'expansion parce que pour une raison psychologique, ce qu'ils appellent les animal spirits ou les en français ce serait les je sais pas très bien comment le traduire. Ce serait un peu les crises psychologiques, quoi. Et donc en fait, pour eux, au bout d'un moment, les gens arrêtent d'investir, arrêtent de dépenser et donc du coup, bah, les investissements sont de moins en moins rentables, les gens qui ont des dettes ont de plus en plus de mal à les repayer et ça crée un effet domino et heu, qui s'auto-entretient et qui crée une déflation absolument terrible. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce soit les keynésiens ou les autres, je vais pas vous expliquer, ce que je enfin, l'explication que chaque école de pensée, donne des cycles économiques, mais en gros, c'est systématiquement une sorte de cause extérieure. C'est un phénomène psychologique, mais c'est pas du tout une dynamique endogène. C'est-à-dire que pour les autres écoles économiques, finalement, c'est pas l'expansion en elle-même qui porte les germes de la récession. C'est-à-dire que on doit toujours faire appel à une explication extérieure à l'économie ou en tout cas extérieure à, la dynamique, d'investissement, d'endettement, d'allocation du capital, de consommation et cetera, à expliquer les cycles. Et en fait, une bonne raison pour ça, c'est parce que les autres écoles d'économie, elles ont pas de théorie du capital. Donc quand je dis qu'elles ont pas de théorie du capital, ça veut dire qu'elles n'ont pas de méthode pour expliquer la production, ce qui paraît quand même assez fou comme ça, mais c'est le cas, en fait. C'est-à-dire que qu'on soit, monétariste, keynésien, ou autre, alors je mets les marxistes de côté parce que c'est trop compliqué à expliquer et puis ça a vraiment aucun intérêt. Mais en gros, donc qu'on soit keynésien ou monétariste, quand on essaie d'expliquer, la production, d'où ça vient les biens de consommation et cetera, bah, en gros, on établit une sorte de boîte noire qu'on appelle, soit le moteur productif, soit la structure productive et cetera et dans cette boîte noire, on met des trucs en entrée et en sortie, bah, on a tous les produits qui achalandent le supermarché et on ne sait pas très bien ce qui se passe au niveau de la boîte noire. Tout ce qu'ils peuvent nous dire, c'est, bah, on combine certains facteurs de production, de la terre, du capital, du travail et à la fin, on a des produits. Hem et c'est une vue qui est hyper primitive parce que pour eux déjà tout ça, ça se passe instantanément. C'est-à-dire qu'il y a pas d'intégration du temps dans les processus économiques, ce qui déjà fait un peu peur et en plus du fait qu'il y a pas de traitement du temps, il y a une vue sur le capital qui est un peu dérivée de la vue qu'on a par exemple sur, la terre ou le travail. C'est-à-dire que pour les économistes, on va dire orthodoxes, le capital, c'est quelque chose d'uniforme, c'est quelque chose d'homogène. C'est-à-dire qu'ils parlent souvent d'unité de capital, de morceaux de capital, de quantité de capital, mettez l'épithète que vous voulez, mais en fait, derrière le mot capital, il rassemble un peu tout et n'importe quoi et il y a pas vraiment de distinction qui est faite entre, bah, par exemple, je sais pas, un rayon, de supermarché et une machine-outil qui va permettre de fabriquer, des carlingues de voitures, par exemple. Alors que d'un point de vue pratique, et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, il y a quand même une grande différence. Donc du coup, pour partir du début, premier truc à comprendre, du coup, c'est cette fameuse théorie du capital et donc en fait, la manière dont les Autrichiens l'expliquent, donc c'est du coup la manière dont ils essayent de décortiquer ce qui se passe au niveau de la production. En fait, heu, hem, 1 truc à considérer, c'est que pour eux, la production, elle est séquentielle. C'est-à-dire que ça a lieu dans le temps et ça se fait par étapes.
et c'est quelque chose dont on se rend bien compte, hein, quand on a travaillé dans sa vie, en fait. Donc si vous prenez à peu près n'importe quel bien, même par exemple, sandwich, vous voulez acheter un sandwich, dans une boulangerie et bah, il y a des facteurs, qui sont très éloignés, de la forme finale du produit, donc du sandwich. Donc par exemple, le blé qui a servi à faire la farine qui a servi à faire le pain, ou par exemple le four à pain qui est utilisé par le boulanger, qui lui-même a été fabriqué par des pierres, ces pierres qui ont été récupérées dans une carrière, peut-être, loin d'ici, qui ensuite ont été assemblées et cetera. Puis le four à pain a été livré, et à l'intérieur de votre sandwich, vous allez également avoir des condiments qui ont demandé l'immobilisation d'une certaine terre qui a été ensemencée et cetera et cetera. Et donc tout ça pour dire que, en fait, du coup, il y a plein d'étapes de production, qui sont de manière séquentielle. Il faut d'abord, ensemencer le sol pour ensuite attendre la récolte, ensuite cueillir le blé, ensuite le transformer en farine et cetera. Et à la fin, à la mise en commun de tous ces facteurs, heu, on arrive effectivement au sandwich qui est lui-même délivré, dans la boulangerie avec tout à la fin de cette chaîne finalement, le boulanger ou la boulangère qui, va peut-être assembler le sandwich, le mettre en rayon et servir le client. Et donc quand on essaye d'avoir cette vision séquentielle de l'économie, et qu'on prend comme point de départ la consommation, c'est-à-dire qu'on prend le sandwich comme étant le résultat final, puisque finalement le but de l'économie, c'est quand même de produire des biens qu'on va consommer, et toutes les étapes intermédiaires ne sont toujours que subordonnées à ce but-là, c'est-à-dire que si on a un four à pain, c'est parce qu'on mange du pain, si on a une boulangerie, c'est parce qu'il faut bien se nourrir, etc., etc. Donc tous les facteurs qui vont rentrer dans la production de manière intermédiaire jusqu'à fabriquer le sandwich, on appelle ça des biens de production. C'est-à-dire que c'est des biens qui n'ont de valeur que parce qu'ils permettent de produire en fin de compte un produit de consommation qui, lui, est désiré pour l'utilité qu'il nous procure, pour la valeur, encore une fois, subjective qu'on en retire. Et donc, du coup, on peut établir une sorte de vue de la structure de production où on prend comme point de départ le bien de consommation lui-même et on remonte dans le temps toutes les étapes jusqu'à ce qu'on appelle les facteurs originaires de production, c'est-à-dire les choses qu'on ne peut pas produire avec d'autres choses. Donc, par exemple, de la terre, donc le foncier, ou du travail humain, ou j'ai oublié un dernier facteur, j'ai oublié ce qu'on met dedans, mais bref. Mais en gros, ce qu'on appelle les facteurs originaires de production, c'est toutes ces choses qui sont utilisées pour la production des biens et des services et qui ne peuvent eux-mêmes pas être produits. On n'est pas capable de créer de la surface terrestre, enfin, sauf cas très particuliers, comme je sais pas, à Monaco, Hong Kong, etc. Et on n'est pas capable de créer des individus, sauf à les enfanter, les éduquer, etc., etc. En revanche, par contre, tout ce qui se trouve entre les facteurs originaires et le bien de consommation, bah, c'est des produits qui sont eux-mêmes produits par d'autres biens en capitaux. C'est-à-dire quand je parle de biens en capital ou de biens productifs, c'est la même chose. C'est-à-dire des biens qui vous servent à produire d'autres biens. Donc, c'est toujours mon histoire du four à pain. Bah, mon four à pain, il est produit avec des briques. Ces briques-là, elles sont retirées d'une carrière. Pour retirer ces carrières de la brique, eh ben, on va utiliser des instruments de chantier, des tractopelles, etc. On va avoir recours à des transporteurs, on va probablement, tailler la pierre et cetera, puis elles vont être assemblées et cetera. Donc même avec un exemple hyper simple, hein, un truc aussi bête qu'un sandwich, on se rend compte déjà qu'il y a une étape, très importante de facteurs de production qui mettent en jeu le travail coordonné de plein de personnes qui ont des fonctions très spécialisées et différentes et qui n'ont pas souvent, en fait, en tête la finalité de leur travail. C'est-à-dire que le mec qui est en train d'extraire des pierres dans la carrière, il a peut-être pas conscience du fait que ça va être utilisé pour fabriquer un four à pain qui lui-même va être installé, je sais pas, à Grenoble, pour ensuite, permettre, de faire cuire du pain qui lui-même, va être vendu, dans un contexte particulier. Hem Et donc comme on avait vu dans les séminaires précédents, le facteur qui permet de coordonner, ou plutôt le système qui permet de coordonner tous ces gens-là sans qu'ils n'aient connaissance de l'ensemble des interactions qui les gouvernent et sans qu'il y ait, entre un dictateur central qui leur dise quoi faire, comment et dans quelle quantité, c'est les prix. Hem et hem, donc vraiment tout ça, là j'essaie juste de poser des éléments, hein, c'est pour vraiment expliquer cette distinction entre les biens de consommation et tous les biens intermédiaires qu'on appelle soit biens de production, soit biens en capital, qui vont servir eux-mêmes à fabriquer des biens de consommation. Et tout au bout de la chaîne, on retrouve, les facteurs originaires de production. L'idée, c'est qu'en fait, pour fabriquer un bien, donné, on peut avoir plusieurs structures de production. C'est-à-dire que si vous estimez une image mentale de cette séquence de produits qui s'assemblent les uns aux autres, de ces fameux biens intermédiaires, de ces biens de production qui s'assemblent les uns aux autres jusqu'à donner un bien de consommation, en fait, vous pouvez le réaliser de plusieurs manières. Par exemple, si je reprends l'exemple de mon sandwich, peut-être que le four à pain qui a été utilisé par le boulanger,
il a été produit de manière plus artisanale, donc peut-être que, par exemple, pour extraire les pierres qui ont permis de fabriquer le four à pain, on n'a pas utilisé des machines de chantier, des tractopelles et cetera, qui eux-mêmes demandent des machines pour être fabriquées et cetera et cetera. Peut-être que ça a été fait beaucoup plus directement, qu'un Pégu est parti avec sa pioche, il allait casser du caillou, et qu'ensuite ces cailloux, ils ont été assemblés pour fabriquer un four à pain. Et à la fin de la journée, ça va produire plus ou moins le même objet, plus ou moins le même pain. Par contre, on n'a pas tout à fait la même structure de production, dans la mesure où il y en a une qui est plus intensive en capital, c'est-à-dire qu'elle admet plus d'étapes intermédiaires que l'autre. Donc, dans le premier cas, où par exemple, on va avoir des machines de chantier qui vont être utilisées pour aller extraire de la pierre dans une carrière, machines qui elles-mêmes ont dû être fabriquées probablement en série à travers des infrastructures très importantes de production qui admettent des machines-outils avec du travail à la chaîne, etc., etc. On voit bien, si on essaye de tirer le fil de tous les biens qui sont impliqués dans la production, que dans ce cas-là, on a une structure de production qui est beaucoup plus longue, qui admet beaucoup plus d'étapes intermédiaires, que dans le cas où, en fait, assez directement, il y a un gars qui va casser du caillou pour obtenir des pierres, qui va ensuite filer un artisan, qui lui-même va fabriquer le four à pain, et le four à pain qui va arriver chez le boulanger. C'est exactement le même produit à la fin, mais la structure de production temporelle qu'on a utilisée pour arriver à ce résultat, elle n'est pas du tout la même. Et, et c'est cette subtilité qui manque dans les autres écoles économiques et sur laquelle se concentrent les économistes autrichiens. Et donc, du coup, si cette idée-là de structure de production séquentielle qui admet plusieurs étapes et qui peut être plus ou moins longue fait pour vous jusqu'à présent, et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à demander la parole pour poser une question ou faire une remarque ou autre, et ben, je vais essayer d'expliquer pourquoi est-ce que en fait, à partir de cette idée-là, on peut expliquer les crises économiques, ou plutôt les cycles économiques, c'est-à-dire les périodes d'expansion et de récession dans le capitalisme, et comprendre pourquoi, notamment, elles sont liées à une manipulation artificielle du taux d'intérêt. Du coup, si jamais vous avez des questions à ce stade-là ou vous voulez intervenir, dites-moi, sinon je continue. Ok. Euh, du coup, un autre truc qui peut être important d'introduire maintenant, c'est l'idée de préférence temporelle. Je pense que, bah, vu que vous êtes essentiellement bitcoiner dans ce space, vous avez tous déjà plus ou moins rencontré le concept. Donc, pour ceux qui éventuellement n'auraient jamais entendu parler de ça, je vais l'expliquer très rapidement. Très simplement, les préférences temporelles, c'est la valorisation subjective que l'on fait du futur relativement au présent. C'est-à-dire, pour le dire autrement, la manière dont on discute les produits présents par rapport, ou plutôt une consommation future par rapport à une consommation présente. Et du coup, en gros, l'idée de finalement, est-ce que vous êtes prêt à reporter votre consommation à demain? Et si vous voulez reporter votre consommation à demain, c'est un sacrifice que vous faites finalement, parce que vous reportez une jouissance immédiate contre une jouissance future. Et bah, qu'est-ce que vous exigeriez finalement comme compensation pour reporter dans le temps cette consommation? Et on a tous finalement des préférences temporelles positives, c'est-à-dire qu'on préfère tous la consommation immédiate à la consommation future, déjà parce que ça demande une astreinte et surtout parce que le futur il est incertain. Donc si par exemple on me dit bah, je peux avoir un marshmallow maintenant ou un marshmallow dans 10 ans, bah, je vais plutôt préférer l'avoir maintenant parce que je sais même pas si je serai encore en vie dans 10 ans pour manger ce marshmallow. En revanche, par contre, on n'a pas forcément tous les mêmes préférences temporelles et elles peuvent aussi beaucoup dépendre du contexte. Donc peut-être que je vais pas exiger la même compensation pour me retenir de consommer pendant une semaine que mon voisin. Et évidemment, je vais aussi pas demander la même compensation pour me retenir de consommer pendant 6 mois que me retenir de consommer pendant, par exemple, une semaine. Et donc, quand on perçoit cette idée, du coup, on trouve déjà l'origine du taux d'intérêt. C'est-à-dire que la raison pour laquelle, dans toutes les civilisations, il y a à un moment donné un taux d'intérêt qui se forme, c'est parce que puisque les individus ont des préférences temporelles et que ces préférences temporelles sont positives, lorsque quelqu'un va prêter du capital ou tout du moins en céder le contrôle à quelqu'un d'autre, cette personne, généralement un épargnant ou un investisseur, à quelqu'un qui va utiliser ce capital, qu'on appelle souvent un entrepreneur, et bah, l'épargnant, il va souvent demander une compensation parce que ce capital qui cède, finalement, c'est un potentiel de consommation présente qui va reporter. Et pour pouvoir conférer la propriété temporaire de son capital à un entrepreneur qui, lui, va l'utiliser d'une manière ou d'une autre,
Et donc, parce que préférence temporelle positive, il va exiger une compensation qui est pas nulle. Et cette compensation, finalement, elle va, se traduire par une transaction, en général en monnaie, hein, entre, le demandeur de capital, c'est-à-dire l'entrepreneur, et l'apporteur de capital, c'est-à-dire l'épargnant. Et lorsqu'on regarde avec une vue agrégée, hem, la rencontre de toutes ces offres de capital et de toutes ces demandes de capital, bah, on arrive à un taux d'intérêt de marché. Du coup, ce qui est hyper important, c'est que finalement, du coup, ce taux d'intérêt, il émerge pas de nulle part. C'est pas quelque chose, qui serait une sorte de variable qu'on peut piloter dans l'économie comme le font les banquiers centraux pour régler la production ou la consommation ou l'investissement, tel que ça nous chante pour, répondre à des fins politiques, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui, à la base, émerge des préférences des individus en fonction de leur contexte, en fonction, de l'âge qu'ils ont, en fonction de l'incertitude qu'ils ont vis-à-vis du futur, en fonction de leurs besoins, bref, en fonction des contingences réelles de leur vie et donc ça transmet une information et donc on en revient en fait un peu toujours au même message, qu'on a dans l'économie autrichienne qui est que, bah, les prix, c'est pas juste, de la décoration, c'est, quelque chose qui, est formé par l'action humaine directe des individus et donc c'est des signaux d'information qui incorporent leurs, préférences et qui notamment, indiquent ce à quoi les gens sont prêts à renoncer pour obtenir quelque chose. Puisque à chaque fois que j'achète quelque chose, je vais renoncer finalement à toutes les alternatives, que je pourrais avoir en utilisant mon pouvoir d'achat et bah, finalement j'exprime un coût d'opportunité. C'est-à-dire que j'exprime ce à quoi je suis prêt à renoncer pour obtenir quelque chose de précis, à un moment précis dans le temps. Et bah, le taux d'intérêt, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'avec mon argent, j'ai que 2 possibilités. Soit je peux consommer, soit je peux épargner. Et finalement épargner, c'est dire: «Je vais consommer demain». Lorsque je dis j'épargne, finalement, je signale à l'économie, je signale au marché dans son ensemble que ma consommation actuelle est plus ou moins satisfaite et que je préfère reporter, enfin garder du pouvoir d'achat de côté pour pouvoir avoir plus à consommer demain ou tout simplement pour avoir de quoi consommer demain si, même si je travaille pas ou autre. Par exemple, je serai plus vieux et donc j'aimerais m'arrêter de travailler et donc je vais épargner pour pouvoir avoir les moyens de ma consommation future. Et donc à chaque personne qui a un pouvoir d'achat, il arbitre systématiquement entre consommation et épargne. Et en fait, lorsqu'il tout ce qu'on consomme finalement, ça vient s'incorporer dans les prix de consommation et donc ça vient signaler au marché que, bah, on a une certaine demande présente pour des biens de consommation et lorsqu'on épargne par contre, on signale qu'on a une demande future pour des biens de consommation. D'une certaine manière, on est en train de dire: «J'ai pas tellement besoin qu'on augmente la production de biens là maintenant tout de suite, parce que ma consommation est plus ou moins bien satisfaite dans l'état de la production actuelle. Par contre, je sais que dans 20 ans ou dans 10 ans ou dans 6 mois, je vais consommer, peut-être je vais consommer plus et donc du coup, bah, ce capital, je vais l'épargner, je vais le mettre de côté et il va être, par le truchement d'intermédiaires financiers, prêté ou mobilisé auprès d'un entrepreneur pour qu'il puisse l'utiliser, de manière à augmenter la structure productive, à, permettre des gains en productivité ou à changer les méthodes de production pour qu'on soit de plus en plus productif et c'est pas grave, moi je récupérerai ce capital lorsque j'en aurai besoin pour des besoins de consommation, c'est-à-dire dans 6 mois, dans 10 ans, dans 20 ans en fonction de mon horizon temporel et à ce moment-là, tout le monde se trouve mieux loti parce que du coup, les entrepreneurs auront investi pour permettre ma consommation future et moi, j'aurai cédé à l'entrepreneur du capital qui va leur permettre de prendre le contrôle de ressources réelles de manière à augmenter la production. Et donc, quelque chose qui est assez important à comprendre, c'est que quand on parle de capital, on parle de quelque chose qui est financier, c'est la représentation comptable de ressources réelles, mais les ressources réelles que ça représente, elles sont finies. C'est-à-dire qu'on a quand même une certaine quantité d'inventaire dans les magasins, on a une certaine quantité de barils de pétrole, on a une certaine quantité de travailleurs qualifiés, de travailleurs non qualifiés, et cetera. On a une certaine quantité de temps humain, et cetera, et cetera. Et on peut pas forcément, enfin on peut pas même du tout, en conjurer plus juste parce qu'on le désire et donc si jamais on commence à entreprendre des structures de production, c'est-à-dire qu'on commence à essayer de se lancer dans des projets productifs pour lesquels on n'a pas suffisamment de ressources afin de les créer, bah, c'est juste du gaspillage, en fait. La manière d'imaginer ça, c'est l'exemple que Mises donne lorsqu'il essaie d'expliquer ça, c'est de dire, par exemple, vous avez je sais pas, quelqu'un qui fabrique une maison et il planifie la quantité de ressources dont il a besoin pour fabriquer sa maison, donc ce dont il aura besoin pour fabriquer le verre qui vont faire les fenêtres, ce dont il aura besoin comme ciment pour faire les fondations, les briques qu'il aura besoin pour fabriquer les murs et cetera et cetera et cetera et donc il fait un plan, il essaye
il essaye de prévoir exactement les différentes étapes, comment il va le faire, et cetera, et cetera. Et en fait, il a merdouillé dans son calcul et il a pas du tout prévu assez de ressources et donc il se retrouve avec une maison à demi finie. Donc vous imaginez le truc avec un demi-toit, il y a la moitié des vitres qui sont là, et cetera, et cetera. Et bah, le résultat qu'on obtient lorsque, les banquiers centraux, ou qui que ce soit d'autres d'ailleurs, hein, ça peut être les gouvernements par d'autres biais, manipulent les taux d'intérêt, en fait, c'est exactement le même résultat. C'est-à-dire que au lieu de laisser le marché refléter l'équilibre entre la consommation présente et la consommation future, c'est-à-dire entre la consommation et l'épargne, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent: «On va induire les entrepreneurs en erreur en baissant les taux d'intérêt pour leur faire croire il y a plus finalement de ressources, disponibles que la réalité ne l'autorise». Du coup, les entrepreneurs, ils obtiennent des facilités de financement parce que les taux d'intérêt baissent, le coût d'emprunt du capital pour eux baisse. Donc ils s'en vont fabriquer, de la structure de production. Cette structure de production, en général, elle est déjà existante, donc on a déjà, une économie qui existe et donc en fait, leur action, souvent, elle va consister à rajouter des étapes dans cette structure de production, à faire ce que les économistes autrichiens appellent des détours de production, des Production Umweg, en langue originale, où les Anglais, ils parlent de roundabout. Et en fait, c'est cette idée, en rajoutant des étapes, on crée des biens intermédiaires qui fabriquent d'autres biens et c'est comme ça qu'on augmente notre activité. Donc si je reprends l'exemple que j'avais pris au début avec l'histoire de mon four à pain qui peut être soit fabriqué par un gars qui va aller casser du caillou avec sa pioche et ensuite l'assembler, je pense que vous comprenez bien que c'est beaucoup plus efficient d'avoir des machines qui fabriquent topel, qui eux-mêmes vont extraire, de la roche de carrière, qui ensuite vont être, ciselées à la bonne dimension avec des machines spécialisées, ensuite acheminées avec des machines motorisées jusqu'à, un centre de confection standardisé qui va débiter du four à pain à hauteur de je ne sais combien d'unités, à la journée. Et bah, la différence entre mes 2 structures de production, finalement, c'est un plus grand détour de production, c'est-à-dire plus d'étapes, plus de biens productifs intermédiaires qui vont permettre d'augmenter la productivité. Et pour pouvoir faire ces étapes intermédiaires, bah, faut une préalable. Parce que si on commence à aller fabriquer des machines qui elles-mêmes vont fabriquer des tractopelles, et cetera, mais qu'on ne s'est pas assuré préalablement qu'on va avoir de quoi bouffer durant le temps qu'on fabrique toutes ces machines, bah, il va arriver un moment donné où on est en train de fabriquer les et puis on se rend compte que, bah, à un moment donné, faut se nourrir. Il n'y a pas assez de riz, il n'y a pas assez de steak, il n'y a pas assez de protéines, de je sais pas quoi pour nourrir toute la population et donc, bah, on va arrêter tout ce qu'on est en train de faire, on va envoyer tout le monde dans les champs et on va essayer de se concentrer sur ce qui est urgent, c'est-à-dire la consommation présente. Donc, tout ça pour dire que finalement, il y a une coordination intertemporelle dans le capitalisme qui est permise par les taux d'intérêt. C'est-à-dire que, en exprimant les préférences temporelles de tous les individus, par l'arbitrage entre consommation, épargne, immobilisation de l'épargne à court terme, à long terme, et cetera, on envoie des signaux quant à la disponibilité des ressources dans le temps, signaux qui ensuite, viennent informer les entrepreneurs par le truchement des prix, c'est-à-dire pour eux des taux d'intérêt, sur la durée pour laquelle ils peuvent immobiliser du capital, quelle quantité de capital, pour fabriquer quoi, plutôt tel produit l'autre, et cetera, et sans qu'il y ait d'incohérence dans l'ensemble des actions prises par les différents agents. Si les taux d'intérêt baissent parce que l'épargne augmente, ça veut dire que les gens disent finalement on a plus de besoins de consommation demain qu'on en a aujourd'hui. Du coup, ça libère des ressources qui vont pas être consommées aujourd'hui pour qu'elles soient utilisées par les entrepreneurs pour qu'ils fassent des détours de production. Grâce à ces détours de production, on va produire plus demain. Ça fait baisser le prix des produits et on a tous plus à consommer demain. Et youpi, tout le monde est content. L'intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe si le banquier central, il décide par décret de baisser le taux d'intérêt? Par exemple, parce que, il a envie de donner du pouvoir d'achat aux gens et parce qu'il a envie que le mec qu'il a nommé soit réélu. Bah, ce qui se passe, c'est que du coup, heu, on va dire à des entrepreneurs: «Allez construire des détours de production», alors même qu'en fait, on n'a pas épargné les ressources réelles, hein, je parle même pas d'argent là, je parle de ressources réelles, qui vont être nécessaires pour achever les investissements qu'ils sont en train de faire. Du coup, ils s'en vont construire leurs détours de production. Pendant un moment, il y a toujours autant de consommation qu'avant, parce que vu qu'il n'y a pas eu d'épargne, toutes choses égales par ailleurs, il y a toujours le même niveau de consommation. Donc au tout au bout de notre structure de production, au niveau de la consommation, il n'y a rien qui a changé. Très loin de la consommation, donc dans ce qu'on appelle les étapes supérieures de la production, il y a des investissements qui se font, il y a de l'achat qui se fait, donc le prix des biens de production augmente. Donc pendant un moment, on a l'impression qu'il y a un boom parce que les prix augmentent, les revenus augmentent, et cetera. Donc on a cette impression, cette feel good impression finalement de croissance de l'économie parce que, il y a beaucoup de mobilisation économique et donc on a l'impression d'une expansion et en fait, il va arriver un moment,
dans l'expansion, où l'incohérence entre ces 2 activités antithétiques que sont la consommation présente et l'immobilisation de ressources pour de la production future va se révéler. Et la manière dont elle va se révéler, c'est par un réajustement des prix qui vient refléter la réalité de l'épargne existante ou plutôt non existante. Donc, la manière dont ça se matérialise en pratique, c'est parce que les économistes appellent une déflation, c'est-à-dire une baisse des prix. Et en fait, la manière très simple dont on peut le voir, c'est que on a énormément d'inventaire, les entreprises ont beaucoup produit, mais parce que l'épargne, ou plutôt, enfin, parce que le pouvoir d'achat qui est nécessaire à l'achat de ces biens de consommation n'a pas été épargné dans le passé, au moment où les investissements qui ont permis de produire ces biens de consommation ont été faits, les entrepreneurs qui ont produit ces voitures, ces biens de consommation, etc., se retrouvent avec beaucoup d'inventaire sur les bras. Du coup, pour ajuster l'offre par rapport à la demande, les prix doivent baisser. Donc, ils sont obligés de brader leurs produits et de liquider leurs produits. Parce qu'ils sont beaucoup endettés pour pouvoir fabriquer ces structures de production et entreprendre ces détours de production qui leur ont permis de fabriquer ces biens et services lorsque leurs ont du mal à rembourser leurs dettes. Si certains échouent à rembourser leurs dettes, ça crée des faillites qui elles-mêmes créent des pertes de revenus pour d'autres entreprises et ça crée cet effet domino, cet effet de cascade où les faillites de certains entraînent des successions de faillites les unes à la suite des autres. Et à la racine de tout ça, finalement, du coup, c'est la contradiction fondamentale qu'il y a par rapport à la finitude de nos ressources entre dire finalement, on ne va pas consommer moins aujourd'hui, par contre, on va quand même entreprendre des investissements qui demandent des ressources bien réelles, sans qu'on les ait épargnées préalablement, pour pouvoir produire plus dans le futur. Et on se rend compte, du coup, arrivé dans le futur, que finalement, le pouvoir d'achat qui est nécessaire à acheter ces ressources, bah, il n'a jamais existé, tout simplement parce que initialement, personne n'avait épargné. Je sais que ça fait beaucoup d'un coup, et je viens de faire un long tunnel. Est-ce qu'il reste encore des gens qui ont réussi à suivre tout ça? Et est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez faire remarquer des choses ou est-ce que vous voulez en discuter? Enfin bref, si vous voulez, intervenir, Ouais, ben allez-y. oui, c'est super intéressant. En fait, en résumé, là, je dirais que la consommation que que l'on envoie dans le futur ou qu'on ne fait pas en ce moment pour faire dans le futur assure justement la consommation des biens qui seraient produits en ce moment pour le futur. Et donc, si personne épargne, ben, ça assure pas cette fameuse consommation-là dans le futur. Donc, les gens ont produit ces produits-là pour rien. C'est un peu un raccourci, un résumé facile de ce que tu viens de décrire. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a peut-être une image, en fait, un peu simple, hein, pour essayer d'expliquer ça. Heu, c'est l'exemple d'ailleurs qu'utilise, un des économistes autrichiens, de la deuxième génération qui s'appelle Eugen von Böhmerke. Lui, il prend l'exemple de Robinson Crusoé tout seul sur son île. Donc en fait, il essaye de simplifier l'image en éliminant le fait qu'il y ait plusieurs personnes dans l'économie, que ça implique des échanges et cetera et cetera. Et donc en fait, il prend cet exemple tout simple et puis donc Robinson Crusoe, il est comme un homme primitif, il a aucun bien productif à sa disposition, il a aucun outil, il a aucun capital et il faut bien qu'il survive, donc il doit se nourrir. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il va cueillir des myrtilles et en fait, il se rend compte qu'il met, mettons, 8 heures par jour pour cueillir la quantité de myrtilles qui va lui permettre de se nourrir, pendant une journée. Donc tous les jours, il va bosser ses 8 heures, il va se coucher, le lendemain, il rebosse ses 8 et cetera et cetera. Puis un jour, il a une idée, il se dit: «Tiens, si je fabriquais une gaule de bois pour aller faire tomber les myrtilles qui sont en hauteur, bah, je pourrais être plus productif et peut-être que, par exemple, ça me prendrait uniquement ça pour, arriver à récolter ma ration quotidienne de myrtilles». Le problème, c'est qu'il anticipe aussi que pour fabriquer sa gaule de bois, ça va lui prendre environ 8 heures. Donc du coup, le problème qui se pose face à lui, c'est comment est-ce qu'il peut faire pour, se permettre de passer 8 heures à fabriquer sa gaule de bois plutôt qu'à cueillir des myrtilles, sans mourir de faim entre-temps. Donc, bah, tout simplement, pendant, par exemple, 4 jours, au lieu de travailler 8 heures par jour, il va travailler 10 heures par jour. Du coup, les 2 heures de production de myrtilles supplémentaires qu'il a réussi à effectuer, bah, il les met de côté. Au bout d'un moment, ça va lui permettre d'avoir 8 heures d'équivalent myrtille de travail. Cette production, c'est son épargne, il l'a mis de côté. Du coup, pendant une journée, il va pas avoir besoin de travailler à la récolte de myrtilles. Ça va lui laisser le temps de fabriquer sa gaule de bois, sans mourir de faim, ce qui est assez important quand même. Il fabrique sa gaule de bois et le surlendemain, eh ben, il va uniquement avoir besoin de travailler 6 heures
pour avoir sa ration quotidienne et peut-être que du coup, il va pouvoir utiliser ces 2 heures supplémentaires pour fabriquer, je sais pas, un filet de pêche ou pour avoir des loisirs ou je ne sais quoi d'autre. Mais du coup, il y a cette idée finalement que l'épargne, elle est nécessairement préalable à l'investissement. On ne peut pas investir des ressources qu'on n'a pas épargnées. C'est soit on les consomme, et dans ce cas, on ne peut pas investir, soit on les épargne, et dans ce cas, on peut investir. Et parce que on fabrique des biens intermédiaires qui vont permettre d'accroître notre productivité, et ben, à long terme, on y gagne. Et donc, ça recèle aussi un message très fort qui est que l'avancement de notre productivité et de la qualité matérielle de nos vies, elle passe d'abord par l'épargne, par l'abaissement de nos préférences temporelles et par l'accumulation de capital. C'est toute la notion de spécialisation aussi, puis la séparation du travail par rapport à ça, surtout dans ton exemple avec un pêcheur, ben, si le pêcheur est capable d'emmagasiner du poisson et se spécialiser dans justement sa fabrication ou des meilleurs outils, ben, il va augmenter sa productivité. Donc, l'épargne, être capable de mettre de côté un peu de production, ça aide à faire de la spécialisation et donc une sorte de division du travail, puis ça aide l'économie. Ouais, vas-y, Ouais, 200. salut Théo, salut David. Moi j'aurais aimé avoir l'analogie avec le présent en fait, par rapport à ce que sur la quantité d'épargne, la quantité de production, comment c'est lié et à ton avis à peu près où est-ce qu'on est aujourd'hui, comment on se situe, est-ce que on est dans une configuration où l'épargne est importante, les prix risquent de baisser donc on se retrouve dans une déflation, ou bien est-ce que les politiques monétaires vont continuer à attendre en fait et on va continuer l'expansion monétaire? Je voulais avoir ton avis là-dessus. Et essayer de faire l'analogie entre ce que tu as dit et ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Ouais, bien sûr. Peut-être pour essayer d'illustrer un peu la chose, on peut très rapidement aussi revenir sur peut-être la crise de 2008, parce que je pense qu'elle est assez, enfin, c'est assez visible ce qui s'est passé à ce moment-là. Une manière très simple dont vous pouvez le voir, c'est qu'en fait, on a construit beaucoup trop de baraques. Donc c'est une surproduction qui est liée au. Alors là, pardon, je parle sur le marché immobilier américain, hein. Mais donc c'est cette fameuse idée de on a reçu le signal par les taux d'intérêt bas qu'il y avait beaucoup d'épargne et donc beaucoup de consommation future. Et donc, les entrepreneurs, ici, bah, les promoteurs immobiliers, ont vu une incitation à créer plein de maisons, jusqu'au jour où le pouvoir d'achat des gens pour acheter ces maisons s'est complètement réduit. Là, en l'occurrence, c'était surtout leur capacité à obtenir du crédit. Et donc, on s'est retrouvé avec énormément de maisons sur les bras. Et parce que du coup, l'offre a largement dépassé la demande, les prix se sont ajustés à la baisse et ça a créé le cataclysme financier qu'on connaît. Euh, du coup, c'est finalement une crise de surproduction à l'autrichienne. C'est très très bien illustré par la crise immobilière américaine. Où on en est aujourd'hui? Bah, en fait, depuis justement la crise de 2008, les banques centrales ont baissé les taux à un niveau qui est inférieur à la croissance réelle. Donc ça, en gros, ce que ça veut dire que si vous avez du capital, normalement, vous allez gagner moins d'argent en prenant des risques que sans prendre des risques. C'est-à-dire que si vous transmettez ce capital à des entreprises en moyenne, ça va rapporter moins que si vous prêtez à l'État, par exemple. Et je sais que ça paraît très contre-intuitif, mais en fait, c'est simplement lié au fait que en fait, le, pardon, la rentabilité marginale du capital, elle est égale à la croissance à long terme, pour des raisons que je ne vais pas expliquer là. Et en gros, du coup, ça fait que si vous avez une économie qui est à peu près saine et qui fonctionne correctement, normalement, vous devez avoir un taux d'intérêt qui est à peu près égal ou légèrement inférieur à la croissance de long terme. Parce que sinon, ça veut dire que en fait, on rémunère pas le risque dans la mesure où le taux d'intérêt, il représente aussi ce que vous espérez gagner lorsque vous prêtez à un taux sans risque, c'est-à-dire à l'État ou je sais pas, quelque chose de garanti où on vous promet que votre capital ne disparaîtra jamais et que vous serez payé quoi qu'il arrive. Si vous avez à arbitrer entre ça et prêter à une entreprise qui par définition a un risque opérationnel, si vous voulez avoir une incitation à le faire, eh ben, il vaut mieux que le taux de rentabilité marginale du capital dans le secteur privé soit supérieur au taux d'intérêt. Désolé, c'est un détour un peu long, mais en fait, où j'en viens avec ça, c'est que quand on manipule les taux d'intérêt à ce point-là, on arrive dans cette situation où, en fait, il y a un déficit d'épargne gigantesque parce que
du fait des taux d'intérêt bas, il y a beaucoup de création monétaire et donc l'épargne se dévalue très rapidement. Donc les gens sont peu enclins à détenir des balances liquides. Donc ils vont en général investir leur argent dans des actifs rares pour essayer de surfer sur l'inflation ou tout du moins de se prémunir contre la dévaluation. Et le problème que ça cause, c'est que donc du coup, on a une première distorsion de l'information qui est la manipulation des taux d'intérêt, qui elle-même va avoir des effets dans d'autres marchés, donc par exemple, je sais pas, l'immobilier, les actions, etc., etc. Juste parce que finalement, d'un point de vue individuel, les agents n'ont pas du tout de détenir de l'argent liquide parce qu'ils ont une dévaluation qui est assurée. Et donc, ils vont essayer de chercher des réserves de valeur dans lesquelles ils vont pouvoir épargner plutôt que l'épargne. Le problème que ça pose, c'est que du coup, on a des taux d'intérêt très bas, donc des entreprises qui ont accès à énormément de fonds disponibles, à énormément de capital. Aujourd'hui, on les prête, on les paye même pour qu'elles empruntent. C'est le concept des taux d'intérêt négatifs. Alors que pourtant, il n'y a personne qui épargne. C'est-à-dire que il n'y a personne qui dit aujourd'hui, j'ai mis de l'argent de côté pour préparer ma consommation future. Le problème qui surgit vis-à-vis de ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer avant, c'est qu'on est en train de construire de la capacité de production, on est en train de créer de la division du travail et d'intensifier la division du travail, de créer plein de biens intermédiaires et plein de mécanismes de production. Et le problème, c'est qu'on est en train de créer de la capacité de production pour laquelle il n'y a aucune solvabilité future. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat qui sera nécessaire pour acheter les voitures, les panneaux solaires, les sandwichs, je sais pas, pour prendre n'importe quel produit, et plus il est intensif en capital, plus ça va être le cas, et ben moins on sera capable de finaliser les investissements, et surtout, plus les entreprises vont se retrouver avec des inventaires sur les bras qu'elles ne pourront jamais revendre à part si elles bradent complètement les prix. Donc effectivement, le réajustement de la structure productive qui se manifestera à un moment donné, ça arrivera quoi qu'il arrive. Après, les politiciens et les banquiers centraux peuvent faire en sorte que ça se manifeste de manière différente. Et si vous voulez, je reviendrai un peu là-dessus, mais ça va forcément, c'est inéluctable, ça va arriver à un certain stade. Et le moment où ça va arriver, et bah, en fait, on se rendra compte qu'on a une surproduction complètement démentielle et qu'on est en train de produire des tonnes de trucs que finalement personne n'a les moyens d'acheter, voire même l'envie d'acheter. Parce qu'on a produit ces trucs sans que personne n'ait dit à la base, oui, en fait, on a envie de ça demain. C'est le problème qu'on a justement quand on bloque les prix, c'est qu'il n'y a plus de transmission d'informations. Et du coup, il y a deux manières dont ça peut se réaliser dans le futur. Archétypalement et historiquement, la manière dont ça se passe, c'est que le prix des biens productifs, donc des actifs, baisse par rapport aux biens de consommation, lorsque se révèle l'urgence pour la consommation par rapport à ce qui est éloigné dans la structure de production. Donc finalement, fabriquer une super factory pour fabriquer des Tesla, on se rend compte que c'est moins urgent que bouffer demain. Donc le prix des actions Tesla et de la super factory baisse. Et au même moment, le prix des biens de consommation augmente un petit peu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit en général que dans les crises capitalistes classiques, j'ai envie de dire, il y a une très baisse forte du prix des biens de consommation, des biens de production, pardon, qu'on peut voir avec un indice qui s'appelle le PPI, là où la baisse du prix à la consommation, elle est un peu moins forte. C'est-à-dire que la valeur relative des biens de production par rapport aux biens de consommation, ça baisse. Et la manière comptable dont on peut le voir, c'est qu'en fait, on se rend compte que l'investissement qu'on a fait a une rentabilité bien inférieure que ce qu'on pensait, tout simplement parce qu'il n'y a pas de demande et qu'on produit des trucs que les gens ne veulent pas ou n'ont pas les moyens de s'acheter. Ou en tout cas à des prix qu'ils ne peuvent pas supporter. Et l'autre manière dont ça peut se réaliser, c'est qu'en fait, les banquiers centraux maintiennent le prix des biens productifs par fiat, en imprimant de la monnaie, en soutenant les valorisations et en tenant les taux à zéro, voire à des niveaux encore plus bas. Et à ce moment-là, ce qui risque de se passer, c'est que ce gap de prix relatif entre les biens de production et les biens de consommation, en fait, il va être pallié par l'augmentation du prix des biens de consommation. Donc, on peut voir aussi dans l'inflation des biens, et notamment des biens de nécessité première, c'est-à-dire qui représentent une consommation urgente, le symptôme d'un déficit d'épargne dans le contexte de manipulation de marché qui ont créé finalement de la surcapacité de production. Je ne sais pas si c'est clair, mais une autre manière de le dire, ce serait de dire qu'en fait, la crise, selon la théorie autrichienne, ce qu'elle représente, c'est une valorisation relative entre les biens de production et les biens de consommation qui est insoutenable. Et le réajustement, il demande qu'il y ait un rapprochement du prix des biens de production par rapport au prix des biens de consommation. Ça peut se faire de deux manières. Soit les prix des biens de production baissent, soit par manipulation, on empêche qu'ils baissent.
parce que les banquiers centraux le font actuellement. Et dans ce cas, bah, c'est les prix de consommation qui, en termes nominaux, vont rattraper, enfin vont pallier cet écart. Wow, c'est vraiment intéressant. J'avais jamais vu, jamais vu ou compris ça sous cet angle. Vraiment, merci Théo. Si tu peux-tu nous décrire ou nommer chaque phase du cycle économique dans la vision d'économie autrichienne? Je sais que tu parles du cycle depuis le début, là, en détail comment ça se passe, mais je ne pense pas que j'ai entendu que tu as nommé les fameuses phases en question. Alors que l'on considère que la baisse du taux d'intérêt, elle soit liée à un surplus d'épargne, enfin à une augmentation de l'épargne, pardon, ou à une baisse artificielle par les gouvernements ou les banquiers centraux. Au début, c'est comme ça que ça se manifeste. C'est-à-dire que on a une période d'expansion qui commence parce que, en fait, on est dans un état où la structure de production arrive à assouvir les besoins présents. Ça permet aux gens d'épargner. Du coup, le taux d'intérêt va baisser, ce qui signale aux entrepreneurs qui doivent s'engager dans des détours de production plus importants. Donc là, on est dans un boom d'investissement. Ça ne traduit pas forcément d'effet sur le prix des biens de consommation tout de suite. Une fois que ces investissements arrivent à leurs fruits et qu'ils sont réalisés, à ce moment-là, ça génère des gains en productivité. À ce moment-là, on voit une sorte de prospérité qui s'installe, notamment sous la forme de prix des biens de consommation qui chutent. Donc, c'est une augmentation du pouvoir d'achat réel de tout le monde. À ce moment-là, du coup, donc on est toujours dans cette phase d'expansion et de prospérité. Et à ce moment-là, soit on a une continuation de l'épargne qui permet de maintenir les taux d'intérêt à ce stade-là, soit, ce qui est beaucoup plus fréquent dans la réalité, on a en général cette période de prospérité qui est suivie par une euphorie, c'est-à-dire que par le truchement du système à réserve fractionnaire et de la banque, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup de gens qui empruntent en se disant, en prolongeant finalement ce qui s'est passé précédemment dans l'avenir, en se disant tiens, l'économie va très bien, on va investir, tout va être super et tout, on va gagner plein d'argent. Donc ils empruntent beaucoup d'argent. Le problème, c'est que cet emprunt, il ne représente pas forcément une épargne préalable. Donc à ce moment-là, les taux d'intérêt sont maintenus assez bas par un afflux de crédit, malgré qu'il n'y ait pas tant d'épargne que ça en face pour soutenir ce boom d'investissement. L'investissement se prolonge. À ce moment-là, au bout d'un moment, on arrive à une phase de spéculation pure où en fait il y a une déconnexion totale entre les rendements réels et les rendements nominaux. Et il arrive un moment où cette accélération devient insoutenable, ça crée une bulle financière. Cette bulle explose en général quand les banquiers arrêtent d'augmenter la masse monétaire à un rythme qui a une dérivée seconde positive, enfin qui va s'accélérant. À ce moment-là, du coup, ça crée ce mécanisme de déflation et on arrive dans un processus de destruction créatrice tel que l'appelait Schumpeter, c'est-à-dire que la mauvaise allocation du capital qui a été faite doit être résorbée par des entrepreneurs qui font faillite, les prix qui baissent, de nouveaux entrepreneurs qui arrivent une fois les prix baissés, en y voyant des opportunités d'utiliser ces biens productifs de manière rentable, même avec les prix qui ont été déprimés. Et du coup, en fait, toute cette période de dépression est une sorte de reconstitution de l'épargne manquante, où on force un peu tout le monde à serrer la ceinture pour reconstruire l'épargne qui était absente durant le boom d'investissement précédent. Et durant cette phase-là, tu as une sorte de purge des excès qui ont été faits, donc soit du surinvestissement, soit de la mauvaise allocation de capital. Donc quand je dis surinvestissement, c'est-à-dire qu'on a trop investi. Quand je dis mauvaise allocation de capital, c'est plutôt on a investi des endroits, soit en créant des détours de production trop grands, soit en investissant dans des secteurs qui en fait n'étaient pas les bons. Et une fois que ce processus de purge est arrivé, les prix commencent à stabiliser. On a de nouveau une reconstitution de l'épargne, on a de nouveau une baisse assez naturelle du taux d'intérêt, et on repart dans la phase d'expansion, de prospérité, etc. Donc la manière dont je le montre, moi je me le représente en tout cas, c'est on a d'abord toujours l'épargne qui vient en premier, donc un abaissement des préférences temporelles qui donne lieu à une augmentation de l'épargne, qui cause un abaissement du taux d'intérêt, qui cause une augmentation de l'investissement, qui crée un boom d'investissement, ce qui se traduit par des tours de production plus grands, un gain de productivité qui crée une période de prospérité, qui en général, surtout quand on a un système à réserve fractionnaire, donne lieu à une euphorie et à une période dans laquelle il y a beaucoup de spéculation, beaucoup de surinvestissement et beaucoup de mauvaise allocation de capital, et qui ensuite se manifeste, on a cette fameuse tension euh, euh,
entre les investissements et l'épargne qui se manifestent, et elle se résout par un ajustement violent qui est une récession ou alors une crise inflationniste. Ah ben, wow, parfait. Merci Théo, c'est très clair. Merci. Je t'en prie. Est-ce que il y en a d'autres qui veulent faire des remarques, participer et tout? N'hésitez pas hein, à prendre la parole. Du coup, si vas-y, 200, ouais. Ah ouais, c'était juste pour te dire ouais, merci pour ton explication. Et sur la partie présente, je dirais, sur ce qui se passe aujourd'hui, moi, mon sentiment par rapport à ce que tu dis, c'est que euh, on est probablement dans l'euphorie ou dans la mauvaise allocation de capital. Et l'issue de l'inflation ou de la récession, c'est probablement une des issues qui est la prête pour ce qui se passe aujourd'hui, non? Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens par rapport à ce que tu dis. Ouais, c'est ça. En fait, le problème, c'est qu'on est arrivé à un niveau d'intervention qui fait que, on est un peu en territoire inconnu. Sauf que, effectivement, la manière dont on peut le voir, en fait, c'est que, en gros, on a de loin passé la phase d'expansion, et cetera. Là, on est dans l'euphorie totale, donc dans cette phase de mauvaise allocation de capital, de surinvestissement et de spéculation très forte. Et en fait, déjà depuis des années, parce qu'on a eu des manifestations de crise auxquelles les banquiers centraux ont réagi par, le renflement des bulles, par la baisse des taux d'intérêt, donc par l'impression de monnaie artificielle, on a empêché toute forme de réajustement. Donc en fait, c'est pas qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que, je pense que ça fait probablement 70 ans qu'on fait de la mauvaise allocation de capital, qu'on fait de l'adduction, et qu'on est, en train de semer, entre guillemets, «les graines» d'une future récession assez violente. Le fait est que si, en revanche, les banquiers centraux sont suffisamment, hem, commit, pardon, le mot en français mais sont suffisamment engagés dans le fait d'empêcher toute forme de réajustement, de destruction créatrice, c'est-à-dire toute forme de baisse du prix des actifs, de déflation et cetera, qui permettrait une réallocation de capital. S'ils sont suffisamment, engagés là-dedans, et ben, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, ils renflent la bulle systématiquement jusqu'à ce que ce ne soit pas, les balance sheets des entreprises qui sautent, mais que ce soit la confiance dans la monnaie elle-même qui saute et qu'on parte tout simplement et carrément, en hyperinflation. La vraie question, en fait, aujourd'hui, le vrai point d'interrogation, c'est un peu ça. C'est-à-dire, heu, hem, heu, hem, est-ce que, heu, il va arriver un stade où ils vont laisser l'ajustement se faire? Ou est-ce que, c'est trop effrayant de regarder la marche à sauter et qu'ils se disent: «Non, ce serait catastrophique» et donc, petit à petit, à chaque fois qu'il y a des fragilités qui vont se manifester, ils vont, arriver pour, entre guillemets «sauver les marchés» et donc, enfler la bulle et donc, à ce moment-là, on va arriver à perpétuité dans cette, période d'euphorie qui va être prolongée artificiellement et normalement, la conséquence de ça, c'est qu'au bout d'un moment, la monnaie, ça devient du papier toilette. Ok, ah, merci. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'une des raisons dont on peut réconcilier une des manières dont on peut réconcilier le fait qu'on ait créé énormément de monnaie, ces 50 dernières années et que, jusqu'à une date assez récente, on n'ait pas vu d'inflation manifeste dans l'indice des prix à la consommation, outre le fait que c'est un indice qui est construit avec les pieds, et cetera. Bien sûr, ça explique beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a aussi une explication fondamentale que nous livre la théorie autrichienne des cycles et notamment la théorie autrichienne du capital. C'est qu'en fait, on a tellement artificiellement maintenu l'expansion en baissant les taux qu'on a créé de la surcapacité de production partout dans le monde donc si vous refaites l'historique de ça, vous avez par exemple la chute du mur de Berlin, l'ouverture, des pays communistes au capitalisme. Donc on a des endroits où le travail est très peu cher, où les balance sheets sont très clean. Donc là, à ce moment-là, ça a créé un boom d'investissement. Donc les investisseurs, occidentaux essentiellement ont beaucoup investi, dans les pays sud-est asiatiques, dans les pays du Moyen-Orient, en Amérique du Sud, et également par la suite en Chine après la dévaluation au début des années 90. Donc ça a créé énormément de capacité de production dans des endroits où les coûts étaient réduits. Donc du coup, ça a créé une pression énorme de désinflation, donc une pression à la baisse sur les prix, malgré qu'on a créé énormément de monnaie. Ça s'est traduit également par une augmentation du prix des biens productifs, donc des usines, des actions, etc. etc. À ce moment-là, ça a créé des crises
comme la crise Tequila au Mexique en 94, la crise des dettes asiatiques en 98, etc., etc. Les banquiers centraux sont arrivés et plutôt que de laisser le réajustement se faire de manière à ce qu'on se débarrasse de tout cet excès de capacité de production en permettant aux gens de faire faillite et aux entrepreneurs de réallouer le capital court, ils ont empêché ce processus de destruction créatrice, ils ont renflé la bulle. Du coup, on a maintenu cet excès de capacité de production. On a continué après à en créer ailleurs, donc cette fois-ci en Chine. Du coup, ça a créé une expansion cette fois-ci en Chine et dans d'autres pays où, à ce moment-là, on a vu les balance sheets des entités là-bas ressembler de plus en plus à ceux des entités qui étaient déjà zombifiées dans le monde occidental. Donc, ça veut dire énormément de dettes et assez peu de revenus en face de cette dette, qui n'est soutenable que parce que les taux d'intérêt sont artificiellement baissés et que donc, du coup, le coût de service de la dette est baissé. Et donc, du coup, tout ce que je veux dire, c'est qu'en fait, par cette politique monétaire, on a maintenu un excès de capacité de production gigantesque qui fait que c'est pas complètement déconnant que pour énormément de produits, les prix aient plutôt une tendance à baisser, malgré qu'on ait imprimé énormément de monnaie. Les deux peuvent être réconciliés si on considère finalement à quoi cette monnaie a servi. Et en l'occurrence, elle a pendant un très long moment servi à créer des excès de capacité de production. En revanche, depuis, à mon sens, 2012-2014, c'est de moins en moins le cas. Et de plus en plus, cette monnaie sert essentiellement à de la spéculation ou à de la consommation dans le cadre, par exemple, des crédits à la consommation, des faits richesses, des gens qui voient l'heure de leur patrimoine augmenter, donc qui du coup consomment de plus en plus. Et ça se voit aussi dans la modification des comportements de consommation. Ça se voit aussi, par exemple, dans le fait qu'il y a de plus en plus de recherches de consommation ostentatoire, de plus en plus de demandes pour les biens de luxe, etc., etc. Donc on arrive quasiment dans une phase nouvelle en fait de cette euphorie maintenue par la manipulation des prix, où là, il y a tellement peu de rendement sur la création de biens réels que finalement, on est plutôt dans une mauvaise allocation de capital qui se traduit par de la spéculation et dans le fait de créer des trucs qui sont un peu absurdes, et, euh, et qui est de nature presque différente, passé dans les années 90 ou dans la fin des années 80 ou même au début des années 2000, où effectivement il y avait beaucoup de mauvaise allocation de capital, mais ça venait quand même augmenter la capacité productive et donc ça venait quand même créer une sorte de pression un peu désinflationniste sur les prix. Ok. Bah, du coup, merci Théo. Et je suis en train de faire du sport en même temps, donc du coup, j'ai forcément un peu le souffle coupé. T'inquiète. J'avais une autre question, moi, c'est quand tu pars en hyperinflation sur une monnaie, comment est-ce que tu peux redonner confiance dans la nouvelle monnaie qui va prendre la place derrière, sachant que c'est pas forcément le marché qui décide et que c'est généralement des mesures, des manœuvres politiques. En général, c'est très compliqué. Je crois que c'est Warren Buffett qui disait on peut perdre enfin, on peut détruire la confiance ou perdre la confiance en 30 secondes et ça met des années à la reconstruire. Je pense qu'il a raison, c'est-à-dire que si on regarde ce qui s'est passé enfin, ce qui s'est passé dans l'histoire, si on prend par exemple la République de Weimar, et j'invite David à me corriger ou à compléter ce que je vais dire si jamais je dis des bêtises, lorsque le Deutschmark s'est effondré, il y a eu un premier projet de la Bundesbank, donc de la Banque centrale allemande, qui s'appelait, non, c'était la Bundesbank déjà, ou la Reichsbank, je sais pas, enfin, on s'en fout un peu, la Banque centrale allemande. Il y a eu un projet d'essayer de recréer un marque, donc une monnaie qui serait basée sur le foncier, sur la terre. C'est aussi ce qu'on a fait, par exemple, après la Révolution française. On a basé une nouvelle monnaie qui s'appelait les assignats, enfin plutôt une forme de dette, mais c'était du fiat, sur les terres qui avaient été saisies à l'Église. Et ben, dans un cas comme dans l'autre, en fait, ça n'a pas marché du tout. Et c'est probablement parce que en fait, la méfiance vis-à-vis des institutions qui avaient détruit la monnaie précédente était encore trop présente dans l'imaginaire collectif et dans la tête des gens. Et donc, ils n'arrivaient pas à réconcilier, enfin, ils n'arrivaient pas à conférer une valeur à cette nouvelle monnaie, d'une part parce qu'elle était émise par les mêmes personnes, les mêmes institutions, même si souvent il y a un petit ménage politique qui se fait, et aussi parce que, en général, quand vous partez en hyperinflation, vous avez plus de ressources. Donc, normalement, la solution, c'est de baquer la monnaie par de l'or. Et ça met tout le monde d'accord, parce que c'est universellement considéré comme monnaie, et donc on se dit, OK, c'est solvable. Le problème, c'est que quand vous baquez, par exemple, votre monnaie par du foncier, le foncier, c'est un droit de propriété qui est garanti par l'État. Donc, si c'est l'État qui vous a défroqué l'année dernière en créant des bouts de papier qui valaient plus rien, quelle confiance vous avez dans le fait qu'il va pas faire de même en changeant totalement la nature des droits de propriété, en collectivisant les terres, ou en empêchant, par exemple, la rédemption de la monnaie papier pour du foncier. Donc, en général, le problème pour constituer de la confiance dans la monnaie est super compliqué, et notamment parce que
les ressources qui permettraient de backer la monnaie n'existent plus en général parce qu'elles ont été dépensées pour essayer de stabiliser la monnaie avant qu'on parte en hyperinflation. Dans le cas du marque allemand, c'est un effort international, notamment l'Angleterre qui a prêté beaucoup d'or à l'Allemagne pour qu'ils puissent réémettre une monnaie, mais ultimement, elle a dû être backée par de l'or pour que ça marche. Et d'ailleurs, cet or, il n'était pas vraiment aux Allemands, c'est plutôt, je crois, les Américains et les Anglais qui l'ont prêté à l'Allemagne. Mais il faudrait que je vérifie, je suis pas sûr exactement. Ils en parlent dans Lord of Finance et aussi dans When Money Dies de Adam Ferguson. Moi, j'ai vécu l'hyperinflation au Brésil et aussi, j'ai aussi vécu l'après-hyperinflation. Donc, j'ai vécu 5 different currencies. Et personne qui a confiance au gouvernement pendant des années, jusque maintenant. Ouais, c'est intéressant, du coup, tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, en tout cas, enfin, tel que toi tu l'as vécu? Par exemple, au Brésil, il y avait la ministre des Finances, elle était elle s'appelait Zélia Cardoso de Mello, et c'était une communiste révolutionnaire. Ça, c'était au début des années 90. Et juste pour faire un petit backtrack, avant ça, au Brésil, il y avait une dictature militaire de droite, et ils avaient fait plein de gros projets pharaoniques avec l'argent du World Bank et IMF. Et donc, ils n'avaient plus d'argent pour payer en dollars leurs dettes. Et donc, il y a eu la période d'hyperinflation. Et puis après, donc, pour retourner à cette ministre Zélia Cardoso de Mello, elle a bloqué tous les comptes courants de toute la population brésilienne. Et les Brésiliens ils pouvaient seulement retirer une certaine fraction par jour. Et au jour le jour, c'était un désastre. Donc, dès que mes parents recevaient leur salaire, on allait directement au supermarché, Carrefour, et on remplissait 2 caddies et ça devait tenir pour le mois entier. Et en termes de, comme comme les gens n'avaient aucune confiance aux banques, par exemple, les voitures d'occasion, c'était des investissements. Donc, il y avait beaucoup de gens qui avaient 6 ou 7 voitures d'occasion. Euh, il y avait aussi les téléphones, les landlines. Donc, avant les GSM, c'était les landlines. Ça coûtait très cher. Donc, les gens, ils les achetaient, ils les relouaient aux personnes qui n'avaient pas de téléphone. C'est très, très bizarre. Et c'est tout le temps le pauvre qui souffre. Ouais, c'est super intéressant. Bah, si j'essaye de plaquer ça, ce que tu nous racontes, hein, qui est un discours très réel par rapport aux éléments de théorie que j'ai essayé de donner, bah, finalement, c'est un peu cette idée que, bah, étant donné que l'inflation commence à exploser, les préférences temporelles des agents explosent également. C'est-à-dire que vous pouvez plus vous projeter dans le futur parce que votre monnaie n'est pas capable de transporter du pouvoir d'achat dans le temps. Donc vous êtes incapable de penser à votre avenir dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans. Donc comme le disait Green, bah, on se débarrasse de la monnaie le plus vite possible pour essayer de trouver les réserves de valeur qu'on peut, que ce soit des voitures d'occasion, que ce soit des biens de consommation courante, etc. Et en fait, tout le monde en pâtit parce que du coup, ça veut dire que tous les biens de production, ils commencent à être utilisés comme tirelire. Ils sont plus du tout utilisés et mobilisés pour améliorer la structure de production et pour du coup créer des gains en productivité et donc de la richesse collective sous forme de plus d'abondance de produits à des prix inférieurs. Et en fait, c'est un mécanisme qui s'auto-entretient. C'est-à-dire que parce que vous investissez pas, la situation économique a tendance à se détériorer de plus en plus. Donc, pour pallier ce problème-là, on prend de plus en plus de dettes, on crée de plus en plus de monnaie, ça augmente encore plus les préférences temporelles, on arrive encore moins à se projeter, on investit encore moins, etc. etc. Et ça crée un cercle vicieux duquel, en général, on ne sort jamais, à part lorsque la monnaie éclate complètement et que un nouvel ordre monétaire est reconstitué sur des bases saines, ce qui, je pense, comme il a essayé de nous l'expliquer, peut ne jamais vraiment arriver si la confiance dans les institutions est totalement perdue. Je sais que j'ai passé un mois au Brésil, je connais pas très bien la situation là-bas, etc. Mais j'ai pas trouvé grand monde qui avait confiance dans le gouvernement. Merci Green, c'est très intéressant ton témoignage. Puis je voulais juste dire que ça concorde exactement avec les témoignages que j'ai lus au niveau du Zimbabwe. Là. Même concept avec les voitures. En fait, les gens achetaient des voitures puis ils prenaient beaucoup de valeur puis ils en vendaient 3 fois plus cher qu'ils avaient acheté
Merci Green, c'était très intéressant d'avoir le point de vue du Brésil, je ne connaissais pas. Et juste pour vous donner une idée, depuis les années 80, moi j'ai vécu 5 different currencies, 5 different fiats, hein, parce que comme il y a un manque de confiance, donc ils sont toujours en train de couper des zéros, des zéros, à chaque fois c'était 3 zéros. Et puis après, bon, il y avait cette période d'hyperinflation. Et donc, ça a pris, entre les années 80 et aujourd'hui, 5 currencies. Donc aujourd'hui, il y a le réal brésilien. Ça, c'est celui qui a résisté le plus longtemps. Euh, mais même, si on prend par rapport le réal brésilien quand il a été lancé et maintenant, il a perdu une manière exponentielle de pouvoir d'achat. Et juste pour dire, par exemple, quand le Real était sorti, je me souviens, il y avait beaucoup de gens, ils allaient à Miami, à Orlando, Disney World, et ils avaient plein d'argent à dépenser. Pourquoi? Parce que le Real, il était très proche du dollar. Et aujourd'hui, bah, si quelqu'un veut aller à Disney World, soit ils sont des riches, ou soit ils doivent le faire à crédit sur plus d'un an pour un bête voyage. Est-ce que y a quelqu'un d'autre qui peut partager l'histoire de son shitcoin local ou revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure ou ouvrir sur un autre sujet, n'hésitez pas, hein. En tout cas, si jamais vous voulez un petit récapitulatif de ce que j'ai essayé de vous expliquer, je ne sais pas si ça a été clair, le thread que j'ai épinglé sur la conversation essaye de récapituler le plus rapidement possible, en tout cas cette dynamique endogène, encore une fois, aux manipulations d'intérêt qu'on retrouve systématiquement dans toutes les grandes crises et qui, encore une fois, à la base est liée à une manipulation du taux qui fait que on a en fait un niveau d'investissement qui ne représente pas l'épargne réelle. N'hésite pas, Marco, hein, si tu veux intervenir. Oui, salut, est-ce qu'on m'entend bien? À merveille. Merci pour l'exposé, c'était super intéressant. Mais comme il y a un ajout de liquidité actuellement, Bitcoin, quand il va y avoir cette hyperinflation, va être très impacté aussi par cette baisse de liquidité d'un coup. Du coup, la transition va pas être simple entre les fiat et Bitcoin. Je pense que c'est très con en fait la dynamique que Bitcoin entretient avec la liquidité. C'est-à-dire que déjà, il faut voir qu'on a imprimé énormément de monnaie l'année dernière pour supporter les revenus alors même que les gens ne travaillaient pas et étaient enfermés chez eux. Et donc, en fait, quand on regarde à peu près toutes les métriques, on voit une explosion de la croissance de la masse monétaire. Et en fait, notre système est designé de manière à ce que dès lors qu'il n'y a pas d'accélération dans l'expansion de la masse monétaire, on se retrouve avec des crises de liquidité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que la masse monétaire elle augmente, il faut qu'elle augmente à un rythme qui soit au moins constant, voire accélérant, c'est-à-dire une augmentation du rythme d'augmentation. Et en fait, on a imprimé tellement de monnaie l'année dernière que on se retrouve dans cette situation où, à court terme, enfin moi je pense qu'on risque de voir des crises de liquidité réémerger, justement parce que le rythme sur lequel on est parti n'est pas soutenable. Le fait est que les crises de liquidité ont une certaine capacité à discipliner nos banquiers centraux et nos politiciens. Donc, par exemple, la tentative de remontée de taux que nous a promis Jérôme Powell aux États-Unis, à mon sens, il n'y a aucune chance que ça arrive. Il va essayer éventuellement de le faire. Il va se manger une implosion des actifs risqués. Il va changer totalement il va changer totalement de direction dans sa politique monétaire, notamment en subissant la pression de la Maison Blanche et du Congrès, et on va repartir en deficit spending, en quantitative easing et probablement aussi en création de crédits bancaires garantis par les gouvernements. Donc, en fait, ce que j'essaie de dire par là, c'est que euh, on peut se retrouver avec un prix de Bitcoin qui baisse, même si on a l'impression qu'on vient d'imprimer plein de monnaie. Parce que vu que c'est mis dans la catégorie des actifs risqués et que c'est très sensible à la liquidité, suffit que par exemple on imprime, je sais pas, 10% de monnaie, si on en a imprimé 25% l'année dernière, bah, ça va quand même faire bien marcher. Le fait est que, compte tenu de la manière dont agissent les banquiers centraux aujourd'hui, ça va pas durer très longtemps.
Oui, je suis d'accord aussi. Ouais. Il faut que la confiance se déporte sur Bitcoin, quoi, petit à petit, et que qu'il va y avoir des turbulences. Ça soit plus un actif refuge qu'un actif spéculatif, parce que pour l'instant, je vois que c'est un actif technologique plus que une réserve. Ouais, bah ça, je pense tu peux faire la distinction en fait entre les gens qui sont dans des environnements où il y a beaucoup de répression financière et les gens qui vivent dans des pays développés comme nous. L'essentiel des coins aujourd'hui sont détenus par des gens dans des pays développés qui ont accès à des monnaies à peu près correctes, qui ont accès à des services bancaires, qui ont d'autres alternatives d'investissement, etc., etc. Donc pour la plupart de ces gens-là, je ne compte pas là-dedans, bien sûr, les bitcoins maximalistes. C'est un actif spéculatif, c'est-à-dire que ils investissent un peu dedans et puis une fois qu'ils ont fait leur culbut, ils revendent. Euh, et en fait, je pense que de plus en plus, on va aller vers de la répression financière, tout simplement parce que les banquiers centraux, encore une fois, comme je le disais, vont pas pouvoir remonter les taux. Donc, ils vont bien devoir trouver un moyen de maintenir les taux suffisamment bas pour pas que tout le monde fasse faillite, parce qu'aujourd'hui, on a tellement de dettes que même une augmentation des taux assez modérée créerait une crise d'insolvabilité. Et moi, mon pronostic, c'est que pour arriver à maintenir les taux structurellement bas, ils vont obliger les institutions d'épargne, les assurances vie en France par exemple, les banques, etc., à détenir de plus en plus de dettes gouvernementales. Tout simplement parce que s'ils le faisaient avec le bilan de la Banque centrale, en fait, ils feraient augmenter beaucoup trop rapidement la masse monétaire et ce serait très très dangereux. Je pense ils contrôlent pas trop ce qu'ils font, mais ils sont pas débiles au point de faire ça. Et du coup, à mon avis, ça pourrait créer un changement de comportement où même dans les pays développés, on va observer de plus en plus de personnes qui s'accrochent à Bitcoin comme une moule à un rocher en se disant finalement je peux plus faire confiance à grand chose, c'est un peu le seul truc qui est pas trop manipulable à long terme, même si à court terme je vais prendre pas mal de volatilité. Et donc finalement ce que je suis en train de dire c'est que plus notre environnement financier va ressembler à celui de la Turquie, de l'Argentine ou de pays comme ça, plus nos comportements vont ressembler à celui d'un Argentin ou d'un Turc. Et, Ouais, oui, je suis et d'accord aussi. Et il faut s'attendre à un contrôle des capitaux, parce que je pense que si la liquidité part de trop sur Bitcoin, un contrôle des capitaux sortant, mais je voudrais savoir si historiquement il y a des contrôles de capitaux entrants, c'est-à-dire si je veux convertir des Bitcoins pour vivre. Est-ce que ça va aussi poser problème? ouais, potentiellement. Après, je pense que tu pourras toujours trouver on va dire des canaux plus ou moins licites et difficiles à contrôler pour pouvoir convertir tes bitcoins en fiat, que ce soit en peer-to-peer exchange ou des choses comme ça. Et Oui, juste un peu comme le dollar en Argentine, un peu. Exactement, ouais. Petit point de détail, si jamais cette dynamique-là vous intéresse, cette dynamique un peu macro et pourquoi je pense qu'on va arriver en répression financière et comment ça devrait s'articuler, j'ai publié un rapport macroéconomique aujourd'hui que vous pouvez retrouver sur mon Twitter. Je vais épingler le tweet là si vous voulez, dans lequel j'explique un peu ce que j'ai essayé de faire là rapidement. Par contre, je suis désolé, c'est en anglais. Peut-être que je le traduirai dans les semaines à venir. À ce moment-là, je le publierai aussi sur Twitter. Mais enfin bref, tout ça pour dire que là, on arrive un peu à la fin de la partie et on risque de voir, à mon avis, des mesures monétaires et financières de la part des autorités qui sont de plus en plus ésotériques et plus en plus similaires à ce qu'on pouvait observer dans des pays qui, effectivement, ont une monnaie qui a une faible demande à la base, qui du coup suscite une perte de confiance assez rapide, comme la Turquie, comme l'Afrique du Sud, comme l'Argentine, comme le Brésil, etc. etc. Et d'ailleurs, pour répondre un peu indirectement à ta question, Marco, les contrôles de capitaux, c'est plus la norme qu'on ne le croirait en fait à l'échelle du XXe siècle. C'est-à-dire que si on regarde, il y a eu des contrôles de capitaux près tout le temps au XXe siècle dans la plupart des pays du monde, à part depuis les années 80. Parce que la période qu'on vit aujourd'hui depuis 1980 à 2020, on va dire, elle est assez unique en fait dans l'histoire récente, même dans l'histoire. Et du coup, nous, on a l'impression que la liberté des capitaux, etc., c'est quelque chose d'acquis et qui ne bougera jamais. Sauf que l'histoire des pays émergents nous indique très très clairement que quand ça commence à vraiment être la merde, le consensus de Washington et la liberté des capitaux comme idéologie, ça passe par la fenêtre. Oui, je suis d'accord aussi. Merci pour toutes les réponses. Du coup, si ça vous va, moi je vous propose qu'on s'en tienne là.
Si jamais vous voulez poser une dernière question et tout, je vous laisse 2-3 minutes quand même, hein, n'hésitez pas. Sinon, du coup, bah, vous pourrez retrouver le space sur le site de Roxy. Du coup, découvre Bitcoin pour ceux qui ne connaissent pas. Et si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à aller faire un tour, c'est très très bien fait. Je referai un prochain space également. Je pense qu'une fois, ça portera sur l'impossibilité du socialisme. Donc, c'est tout un débat en fait qui a engagé l'école autrichienne et notamment des marxistes et des socialistes au début du XXe siècle, et qui consistait à expliquer, non pas de manière idéologique, mais de manière plutôt, on va dire, scientifique, pourquoi est-ce que de manière logique, on ne peut pas créer de la paix par de la planification centrale. Et bah, du coup, en tout cas, merci beaucoup d'être venu et bonne soirée à tous, hein. Ouais, merci Théo, c'était super. Allez, bonne Merci, bonne soirée. soirée. Ciao.